La T-Display S3 Liligo est une petite carte de développement conçue autour de la version S3 de l'ESP32. C'est typiquement un outil de développement qui, associé à une carte fille, permet de développer des applications autonomes à un prix très abordable. Si l'on survole ces caractéristiques, le microcontrôleur est constitué d'un double cœur 32 bits. La version R8 du microcontrôleur intègre 8 MB de PSRAM. Il peut communiquer sans fil, en Wi-Fi, radiofréquence et Bluetooth Low Energy. Et bien sûr, on a à disposition toutes les ressources classiques telles que bus I2C, SPI, UART, I2S, etc., conversion analogique numérique, timer et autres. Une mémoire flash de 16 MB a été ajoutée sur la carte. Cette carte peut être alimentée sous 5 volts par l'intermédiaire d'une connectique USB ou par une batterie lithium polymère de 3,7 volts à connecter à l'extérieur. Bien sûr, l'une des fonctionnalités très intéressantes pour rendre l'application autonome, c'est la présence d'un écran LCD TFT, l'expression T-Display venant du T de TFT, d'une résolution de 320 par 170 pixels. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment mettre en œuvre à minima cette petite carte de développement. Voici le site du fabricant sur lequel il est possible de se procurer la carte. D'autres sites la proposent également. Elle est vendue dans un petit coffret. Le câble USB d'alimentation 5 volts et de programmation n'est pas fourni. Par contre, on y trouve un petit câble pour accorder l'éventuelle batterie extérieure. Lors de l'achat, il est systématiquement proposé de commander pour quasiment le même prix une version pré-câblée avec les 2 barrettes mâles d'interconnexion. Sinon, les 2 barrettes sont fournies mais à câbler soi-même. C'est cette seconde version que j'ai choisie, mais a posteriori, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure option, car si l'objectif est de raccorder des capteurs, actionneurs ou autres, il faudra bien à un moment donné souder les connecteurs et pour cela disposer d'une panne de fer à souder suffisamment fine pour effectuer le câblage sans endommager l'écran et son revêtement acrylique. À noter que l'utilisation d'une breadboard garantit un câblage bien perpendiculaire, mais il faudra veiller à ne pas trop chauffer les broches pour éviter de faire fondre le plastique de la breadboard. Il existe une version avec écran tactile un peu plus chère. Pour développer des applications avec cette carte, on peut travailler sous environnement Arduino ou plateforme IO. C'est sous l'IDE Arduino que se fera cette prise en main. Pour la mise en service, j'ai suivi quelques sites et tutos dont les liens sont dans le descriptif. Mais la toute première source d'information est cette page GitHub. On peut y télécharger les librairies spécifiques à cette carte, documentation, schéma structurel, etc. et même des modèles 3D. Nous installerons ce dossier un peu plus tard. Dans les médias, nous allons suivre ce qui est indiqué dans l'installation rapide. À savoir, copier ce lien, qui une fois collé dans l'IDE Arduino, menu préférences puis URL gestionnaire de cartes supplémentaires, va permettre de télécharger les données concernant toutes les cartes ESP32. À partir de là, celles-ci devraient être proposées dans le gestionnaire de cartes. Il suffit de les installer. Si antérieurement sur ce même ordinateur, des données ont déjà été installées pour une autre carte de ce même fabricant chinois, Espressif, vérifiez si une nouvelle version est apparue pour faire une éventuelle mise à jour.
Le téléchargement peut prendre un certain temps. Une fois l'installation terminée, on peut sélectionner notre modèle de carte. Il s'agit d'une ESP32S3 Dev Module. Dans le menu proposé, il est possible d'adapter les caractéristiques en fonction de la carte dont on dispose. Par exemple, au niveau de la taille de la mémoire flash, le type de RAM et sa taille. Attention également à ne pas oublier de basculer la ligne USB CDC on boot sur Enabled, si on veut pouvoir utiliser le moniteur série. On peut maintenant désarchiver le fichier .zip récupéré sur la page GitHub et le coller dans Documents, Arduino Libraries du dossier Utilisateur. Ce n'est pas fini, ce dossier contient lui-même une librairie qui permet de gérer l'écran TFT. Il faut donc copier ou couper cette librairie pour ensuite la disposer au même niveau que la précédente. Pour être un peu plus complet sur l'utilisation dans l'environnement Arduino, j'ai constaté qu'avec la version 1.8, après compilation, la console envoie des messages indiquant la présence de bibliothèques non valides. Cependant, tout fonctionne correctement. Tandis qu'avec la version 2, et pour exactement la même installation, aucun avertissement n'apparaît. À partir de là, on dispose du minimum pour faire quelques essais de mise en œuvre de la carte. Encore faut-il avoir des informations sur son schéma structurel et sur sa connectique. Dans l'installation qui vient d'être effectuée, les dossiers schématiques et documentation contiennent des informations sur le microcontrôleur lui-même et sur le câblage de la carte. En particulier, le schéma va nous permettre d'en savoir un peu plus, même si je ne m'attarderai pas sur certaines différences entre les valeurs de quelques composants ou la présence de certaines structures qui ne sont pas raccords avec ce qui est réellement câblé sur la carte. On peut penser que le schéma évoluant rapidement, la mise à jour du document n'est pas tout à fait synchrone. Le microcontrôleur se trouve ici. Il est alimenté sous 3V3. Les données échangées sur les différents bus du microcontrôleur ont donc une amplitude de 3V3. On peut d'ores et déjà en déduire que les liaisons filaires pourront se faire directement si la carte communique avec un Raspberry Pi et devront passer par une structure d'adaptation de type Level Shifter si les échanges se font avec une carte Arduino Uno. Le transceiver USB se trouve ici. C'est par lui que transite l'alimentation 5V de la carte, le programme lors du téléversement et les données envoyées par la carte sur le moniteur série. Les structures qui permettent à partir de l'alimentation 5V ou de la batterie d'obtenir une tension régulée de 3V3 se trouvent ici. La batterie peut elle-même être rechargée par le 5V, par l'intermédiaire de ce circuit spécialisé. La mémoire flash de 128 mégabits ou 32 MB se trouve ici. Elle communique sur le bus SPI. L'afficheur LCD figure ici.
Deux LED sont présentes, l'une indique la présence de l'alimentation, l'autre est liée à la structure de recharge de la batterie. Donc pas de possibilité de faire un Hello World par l'intermédiaire d'un clignotement de ces LED. Trois boutons poussoirs sont disponibles. Un pour forcer le reset, à tout moment. Un autre appelé Key, relié au GPIO 14 et qui peut être utilisé dans une application. Et un troisième appelé Boot, mais sérigraphié Bot, qui peut être utilisé à la mise sous tension pour effectuer une séquence d'initialisation spécifique pour télécharger le programme. Comme c'est précisé ici. Ainsi, si au cours des essais le téléversement est refusé, et nous renvoie un message d'erreur de ce type, il faut débrancher la carte, appuyer sur le bouton Boot, tout en reconnectant la carte, puis relâcher le bouton et lancer une nouvelle programmation qui devrait bien se dérouler. Et à la fin de laquelle il faudra débrancher puis rebrancher la carte pour que le programme téléversé s'exécute normalement. Cette procédure devrait débloquer la situation, mais ne pas hésiter à la renouveler si la reprise en main est récalcitrante. On peut éventuellement aussi, hors phase de mise sous tension, utiliser ce bouton dans l'une de ces applications. Concernant les connecteurs permettant de récupérer des signaux et broches d'alimentation de la carte, pour par exemple concevoir une carte fille, il se trouve ici sur le schéma structurel. La page GitHub propose aussi une représentation de type pinout. Cependant, cette représentation n'est pas tout à fait satisfaisante, dans la mesure où c'est une vue de dessous. Or, lorsqu'on l'accable, c'est une vue de dessus de la carte qui est nécessaire. La représentation qui nous est proposée va donc nous contraindre à une gymnastique dans l'espace pour repérer les broches à chaque nouveau câblage, ce qui est source potentielle d'erreur. D'autre part, ce diagramme fait apparaître des broches qui ne sont pas forcément indispensables, tandis que d'autres, d'usage plus courant, n'apparaissent pas. Bref, en piochant à droite, ce tuto illustrant comment créer un diagramme pinout en utilisant Inkscape. Hi everybody, I am going to go through a very quick walkthrough of how to make a diagram like this using the template that I'm going to send you guys. Et à gauche, téléchargement du symbole de la carte sous Freezing. Il est possible de réaliser soi-même une version personnalisée et qui sera probablement évolutive au fur et à mesure des développements à venir. Passons à quelques illustrations de programmation. Nous allons récupérer et sauvegarder sous un autre nom l'un des programmes fournis en exemple. Celui-ci permet de renvoyer l'état d'un bouton poussoir sur le moniteur série et de piloter une LED. Après modification, c'est le bouton poussoir appelé Key et relié au GPIO 14 qui est utilisé. Attention, la structure est telle que, par défaut, un niveau est appliqué sur cette broche, et l'appui sur le bouton ramène un niveau bas. Il faut donc adapter le programme. Pour la LED, j'ai câblé sur le GPIO 13 un modèle disposant d'une résistance de polarisation intégrée. Pour rappel, pensez à valider l'USB CDC on boot si on veut avoir un retour sur le moniteur série. À noter que sur cette carte, la compilation et la programmation mettent plus de temps que sur une carte Uno. C'est la raison pour laquelle, dans les différentes illustrations qui vont suivre, j'ai coupé la séquence de téléversement à proprement parler. Intéressons-nous à présent à l'écran. Le fichier suivant permet d'avoir un rendu possible des différents formats de caractères fournis par défaut. Il montre également comment intégrer une image sur l'écran. Pour une prise en main, l'analyse de ce fichier est déjà une bonne approche. Mais partons d'un fichier plus simple, permettant de comprendre les différents éléments à définir pour afficher une chaîne de caractères. Il faut d'abord effectuer une instantiation à partir de la librairie TFT-ESPI qui a été installée précédemment.
puis effectuer une initialisation de l'afficheur, et une rotation pour écrire dans la largeur de l'écran. Si on remplace la valeur 3 par 1, on obtiendra une rotation de 180 degrés. L'instruction suivante permet d'insérer également des images. Puis, on remplit l'écran en noir. Dans la boucle infinie, on définit la couleur rouge pour l'écriture, puis on affiche la chaîne de caractères Hello World avec les coordonnées 00, le dernier paramètre passé étant la taille 2 pour la fonte de caractères proposée par défaut. La ligne suivante passe à la couleur verte pour afficher la même information mais en taille 4 et au milieu de l'écran qui fait 320 par 170 pixels. Voilà ce que ça donne. Si on regarde dans le fichier tft.espi.h, on peut voir les différentes couleurs qu'il est possible d'utiliser parmi celles prédéfinies. De même, la variable datum, qui indique comment se situe la référence dans le plan, va permettre de définir le positionnement du texte par rapport aux coordonnées qui sont passées en paramètres. Ainsi, par défaut, avec la valeur 0, ces coordonnées correspondent à l'angle en haut à gauche du texte, ce qui est bien ce que l'on observe dans notre cas. Et si on passe ce paramètre à la valeur 4, les coordonnées correspondent normalement au milieu du texte aussi bien verticalement qu'horizontalement. Voyons ce que ça donne. C'est aussi ce que l'on observe, et c'est ainsi que la première chaîne de caractères sort de l'écran, du moins partiellement, et la seconde est au milieu de l'écran. Passons à l'intégration d'images. Je récupère une image libre de droit, et par manque d'imagination, il s'agit à nouveau de l'expression iconique des programmeurs. J'en profite pour raccourcir le nom du fichier et y inclure les dimensions de l'image en pixels. Et chose importante, supprimer le ou les tirets du milieu qui, si on les laisse, poseront problème lors de la compilation. Ouvrir le fichier sous Paint ou un logiciel du même type. Redimensionner l'image de façon à ce qu'elle puisse rentrer sur l'écran. Je vais donc ramener sa largeur à 320 pour qu'elle occupe toute la largeur de l'écran. Puis sauvegarder le fichier sous un autre nom. Je vais maintenant aller sur un site que j'ai découvert sur la chaîne YouTube appelé Volos, dont le lien est dans le descriptif, et qui est une mine de renseignements pour utiliser la librairie d'édition graphique sur l'écran. Ce site va convertir le fichier de l'image en un fichier .c qui contient la définition de chacun des pixels. Maintenant, nous allons repartir du précédent projet Arduino sur lequel j'ai remis la valeur datum à 0 et pour lequel j'ai remonté la seconde chaîne de caractères afin d'avoir assez de place pour ajouter l'image en bas de l'écran. Ce qui au départ donne le rendu suivant. Dans ce projet, nous allons créer et ajouter un fichier .h que l'on peut appeler par exemple helloworld.h. À présent, il faut ouvrir le fichier .c qui vient d'être créé dans un traitement de texte, faire un copier-coller dans le fichier .h, bien noter que le nom de l'image est celui-ci. À présent, nous allons faire un include du .h. Puis utiliser une méthode permettant d'ajouter une image en indiquant ses coordonnées d'origine, sa taille et son nom. Et voici ce que donne le résultat après programmation.
Si on souhaite aller plus loin dans l'affichage, une autre classe appelée Sprite permet d'utiliser la RAM pour gérer rapidement l'écran LCD. Prenons le dernier sketch Arduino en cours et au lieu d'afficher Hello World au milieu de l'écran, affichons un compteur sur un seul digit dont la vitesse d'incrémentation soit tout de même perceptible par l'œil humain, disons toutes les 0,1 seconde. Voici ce que l'on peut apporter comme modification pour obtenir ce résultat. L'entier i est incrémenté toutes les 100 millisecondes et repasse à 0 dès qu'il dépasse 9. Voilà ce que ça donne. Ce qui n'est pas concluant. Le premier réflexe est de re-remplir l'écran en noir avant chaque nouvelle écriture. Voici la modification logicielle. Et voici le résultat obtenu. L'image a disparu, c'est logique, elle n'est envoyée à l'afficheur qu'une seule fois, dans le setup. Qu'à cela ne tienne, mettons-la dans la boucle. Et voici ce que l'on observe. On obtient bien ce que l'on souhaitait, mais visuellement le rendu n'est pas terrible. Mettons en œuvre la classe Sprite. Il faut instancier un nouvel objet que l'on peut appeler Sprite, ou autrement, auquel on passe l'objet TFT par référence. Puis on va créer une surface de travail de 100 par 20 pixels, surface suffisante pour afficher la valeur de i. Puis définir la couleur du texte et la couleur du fond d'écran. Et le type de référence dans le plan. Maintenant, dans la boucle infinie, on peut écrire la valeur du compteur i dans l'angle en haut à gauche de la surface de 100 par 20 pixels. Puis pour terminer, placer cette surface là où l'on veut sur l'écran, en l'occurrence là où se trouvait le Hello World vert du départ. Et après programmation, voici ce que ça donne. Et ce n'est qu'un petit exemple basique de ce que l'on peut faire avec cette classe Sprite. Maintenant que nous avons mis en œuvre les fonctionnalités minimales de cette carte, nous allons pouvoir nous intéresser à la mise en œuvre de ces périphériques.